Maintenant conclure avec la dernière session et nous allons accueillir Tugdual qui est évangéliste chez MongoDB, voilà, qui va nous parler de MongoDB, faire une démo je crois. Non, pas ce soir. Ah, pas ce soir, très bien. Donc présentation de MongoDB, merci Tugdual. Donc bonsoir, je suis Tugdual, donc je travaille chez MongoDB comme Technical Evangelist, c'est-à-dire que j'aide les partenaires, les clients, les communautés à adopter la technologie. Et justement, ce soir, j'ai décidé de vous parler de Mongo dans le contexte de l'offre cloud de Google, mais en commençant par une introduction au pourquoi il est intéressant d'avoir des nouvelles bases de données de type Mongo. Déjà, d'un point de vue base de données, ça a beaucoup changé. Lorsqu'on a commencé à faire de la base de données relationnelle, ça date de 40 ans, ou même un peu plus que 40 ans. C'est-à-dire que quand moi je suis né, en gros, le modèle relationnel est arrivé. Il est arrivé sur ce type de machine où on développait avec des applications qui accédaient à des systèmes qui étaient très chers, des développeurs qui, par rapport au prix de revient de la machine et du projet, coûtaient rien du tout. À l'opposé, aujourd'hui, on a des devices qui coûtent pas grand-chose. On en a beaucoup, de différents types, et le développeur coûte relativement cher, les machines coûtent de moins en moins cher, et il faut pouvoir répondre à des nouveaux besoins. Là, j'ai mis en avant les applications mobiles, mais on pourrait voir tous les objets connectés. Si on regarde, je crois que c'est avant 2010, je crois que c'est autour de 2008, où il y a eu plus de devices connectés à Internet que de personnes sur Terre. Et je crois qu'il y avait 13 milliards de devices pour 6,5 ou 6,8 personnes. Donc c'est vraiment énorme. Et ça continue de grossir. Donc aujourd'hui, des applications mobiles qu'on met à disposition sur des téléphones, mais également d'autres devices. Et on peut imaginer des nouvelles applications. Ça continue d'évoluer. J'ai mis en avant ici Google Glass, des nouveaux types d'applications, des nouveaux devices. J'aurais pu parler de Nest, vous savez, le thermostat là, que Google a racheté, qui vous permet de contrôler votre chauffage directement chez vous. Quand on parle de ça, est-ce qu'on travaille avec les mêmes outils qu'il y a 40 ans aujourd'hui? Probablement pas. En tout cas, moi, je ne crois pas qu'on va travailler avec les mêmes outils. On a besoin de faire évoluer à la fois la façon dont on stocke l'information, mais également la façon dont on va développer les applications, mettre à disposition ces données aux utilisateurs. Donc l'idée de Mongo, c'est d'évoluer justement en fonction de ça. Et si on regarde un petit peu quelques points clés autour du développement d'applications, de la mise à disposition d'applications, si je pars d'en haut en partant des données, on partait des systèmes tabulaires. En fait, on est parti de systèmes où c'était des formulaires qu'on remplissait, un champ, une valeur, un champ, une valeur, des jointures entre les deux, et les données étaient relativement figées. À l'inverse, aujourd'hui, les données sont très hétérogènes. On a entendu parler tout à l'heure de profils utilisateurs, de publicités qu'on va mettre à disposition en fonction de certains profils, l'analyse de logs, différentes applications, et je pourrais rentrer dans tous les détails des différents devices qu'on va connecter à une application. C'est un exemple parmi d'autres. Donc, développement qui va changer sur le stockage des données, mais également sur la façon dont on va mettre à disposition les données et les services. On a pris l'habitude par le passé de travailler en effet en projet cascade où on va faire une analyse, le développement, un gros effet tunnel, la mise à disposition de l'application, des nouvelles demandes, on repart sur une analyse, on repart sur de l'implémentation. Donc on partait sur des cycles relativement longs. À l'inverse, aujourd'hui, il faut être le plus rapide possible lorsqu'on va développer. Donc la capacité à développer de façon itérative, de mettre à disposition le plus rapidement possible des nouvelles fonctionnalités, y compris des nouvelles fonctionnalités qui vont tirer parti de nouveaux types de données, de nouvelles structures de données. Et ça, c'est un point qui est relativement important, de mon point de vue, effectivement, puisque j'ai un MongoDB sur mon t-shirt. On a également changé la façon dont on gère l'infrastructure. Alors, c'est ce qui a été dit tout au long de l'après-midi. Avant, on avait des gros data centers avec des grosses machines qu'on devait planifier, qu'on devait provisionner dans l'achat. Mais aujourd'hui, on va commencer petit et on ne sait pas jusqu'où on va s'arrêter. J'ai eu l'occasion de travailler avec des éditeurs de jeux vidéo où en 6 semaines, ils passaient de 0 utilisateur à 50 millions d'utilisateurs. Comment on gère ça? On va voir le DSI et on va lui dire « achète-moi une machine pour tenir avec 50 millions d'utilisateurs ».
sachant qu'on ne sait pas si ça va arriver dans une semaine, dans 6 semaines ou dans un an. L'idée est vraiment de faire grossir l'infrastructure en fonction du succès de l'application, en fonction des besoins de l'application. J'ai déjà parlé des devices, les différents PC, les objets connectés et les mobiles aujourd'hui par rapport à ça. Et il y a un point que je trouve assez intéressant. Au fur et à mesure où je parle avec les gens, je m'aperçois que les développeurs ont de plus en plus de poids dans le choix de l'infrastructure. C'est-à-dire que la vision au niveau de l'organisation, évidemment, il y a toujours les grands décideurs qui portent le budget. Mais par contre, on laisse de plus en plus de liberté aux techniciens pour choisir. Avoir la possibilité d'héberger tout sur le cloud, de choisir les bonnes technologies relativement rapidement et de garantir qu'on va pouvoir grossir avec un coût contrôlé, peut permettre justement aux développeurs de prendre la main sur cette partie-là. Donc les grandes tendances, si on résume, le développement se veut plus agile, donc itératif. Il faut mettre à disposition des développeurs des solutions qui vont permettre de faire ce genre de développement, garder une certaine agilité. L'infrastructure change également. Maintenant, on délègue sur le cloud cette infrastructure, la capacité à monter en charge, à mettre à disposition des machines beaucoup plus rapidement. Et également, le soft est vraiment piloté de plus en plus par le métier. Et donc, ce besoin d'évoluer soit en infrastructure, soit sur le développement rapidement, est géré par le business. Et MongoDB a été créé en fait par des gens qui viennent du monde des startups. Et d'une startup en particulier qui s'appelle DoubleClick, qui a été rachetée par Google il y a quelques années. Donc les deux créateurs de MongoDB sont des gens qui ont eu exactement ce besoin-là. Ils ont développé une application qui gérait de la pub sur Internet. Gros succès, gros nombre d'utilisateurs. Il a fallu évoluer à la fois sur l'infrastructure. Et eux se sont concentrés sur un besoin qui est « je veux une base de données qui me facilite le développement, qui me permet de développer très très rapidement des applications et de continuer de les faire évoluer ». Donc typiquement, si on part sur le parti agile, c'était la capacité à avoir un schéma qui évolue rapidement, qui évolue simplement. Je ne veux pas avoir un arrêt de service sous prétexte que je vais modifier ma structure de données, sous prétexte que je vais devoir rajouter les types de contenus que je veux pouvoir stocker. Donc on va parler de schéma flexible. Vous allez entendre aussi de schemaless sans schéma. On verra que ce n'est pas totalement vrai. On a besoin d'un schéma quelque part. Si ce n'est pas géré dans la base de données, ça doit être au moins géré dans l'application. Moi, je préfère utiliser le terme schéma flexible parce qu'en fait, le schéma existe et on va le faire évoluer en fonction des besoins de l'application. Tirer parti du hardware au fur et à mesure des besoins, être capable d'évoluer avec cela. Donc, la scalabilité horizontale est un point clé. C'est-à-dire, je ne peux pas me permettre, sachant que je ne sais pas où je vais arriver en termes de montée en charge, en termes de volume d'information, je dois partir sur une infrastructure qui va savoir grossir avec moi, et non pas dans une façon verticale où au bout d'un moment, de toute façon, j'aurai une limite, mais bien une capacité d'ajouter au fur et à mesure des besoins des instances, donc de la puissance, soit de la puissance de calcul, donc du CPU et de la RAM, soit de la puissance de stockage, ou les deux, en fonction du nombre d'utilisateurs, en fonction du volume de données que j'ai à traiter. Donc la base de données a été créée justement pour répondre à ces deux besoins, montée en charge et haute disponibilité, développement agile. Et pour faciliter l'adoption, on a choisi, en tout cas les créateurs de MongoDB ont choisi, de publier le soft en open source, ce qui vous permet de commencer librement. Et après, de choisir ou pas, en fonction de vos besoins, de rester sur une version communautaire, avec ou sans support, de passer sur une version commerciale en fonction de vos besoins. Donc l'idée, c'est vraiment de faciliter la mise en place de vos nouvelles applications en s'appuyant sur ces 3 points clés au niveau de la base de données. Alors qu'est-ce que ça veut dire un schéma flexible? Donc le choix de MongoDB, ça a été d'implémenter une base orientée documents. Là où, sur vos applications classiques en mode relationnel, vous stockiez l'information dans des tables et des colonnes qui sont liées entre elles par des jointures, on va stocker la même information, mais avec un modèle complètement différent. On va créer des documents. Et les documents, le format de document choisi pour l'interaction avec le développeur, je ne vais pas rentrer dans le détail du stockage, mais au moins ce que le développeur voit, c'est du JSON, du JavaScript Object Notation. En fait, ce choix a été fait pour plusieurs raisons. Un, ça permet de bien décrire un document, ça permet de bien décrire l'information. On voit, on a un ensemble de champs. Le prénom, le nom, un numéro de portable, une position géographique. Et donc tout ça, on va pouvoir décrire. C'est pour ça que je vous disais qu'il y avait bien un schéma. On voit bien une structure, on voit bien un schéma.
Mais également, on a des types de données. Des chaînes de caractères, j'aurais pu mettre des dates, on voit une position géographique ici. Et un point qui est très important, qui change énormément la façon d'analyser et de traiter l'information, c'est qu'on peut embarquer au sein même d'un seul document des listes. Ici, j'ai un tableau de valeurs pour la profession. Banquier, finance, trader. Dans le même document, je vais avoir plusieurs informations. Et à l'intérieur, j'ai par exemple la liste des voitures qui sont des objets. Donc, le choix d'utiliser JSON va pouvoir permettre d'avoir une structure relativement riche. Et le point clé, c'est comment j'interroge et comment j'utilise cette information dans mon application. Alors, le choix de JSON, je ne sais pas combien d'entre vous sont développeurs, mais pour les développeurs web, ceux qui travaillent dans le navigateur, c'est ce qu'on utilise tout le temps quand on programme. Quand vous voulez manipuler de la donnée dans votre navigateur, pour l'afficher, pour la transformer, vous faites du JavaScript. Et ce JavaScript, lorsque vous allez serialiser un objet, ça va ressembler à ça. C'est transparent. Et l'idée est bien, pour un développeur qui travaille avec MongoDB, de faciliter le travail entre le client, qu'il soit web ou mobile natif, le middleware et la base de données dans laquelle je vais stocker l'information. Donc c'est une chose de pouvoir sauver l'information, la requêter de façon simple, mais ce qui va faire la valeur de la base de données, c'est également la capacité à requêter et indexer tout ça. Donc lorsqu'on stocke cette information, il faut pouvoir également requêter en fonction de multicritères. Donc, vous allez pouvoir, en fonction de vos besoins, indexer les différents champs, que ce soit des champs simples ou des champs compliqués, un champ géographique, une liste, ou même à l'intérieur de tableaux, pour vous permettre, par exemple, de dire « donne-moi toutes les voitures qui ont été construites en 1973 ou entre telle ou telle date ». Et la possibilité également de faire de l'analyse sur les données. Compter le type de profession, en tout cas compter le nombre de traders dans l'entreprise ou quelle est la profession la plus couramment présente dans ma base de données. Donc, en plus du stockage et de la facilité de manipulation de données, évidemment, il y a tout le moteur de requêtage qui a été créé au-dessus et la capacité d'indexer. Si vous avez besoin de faire évoluer, vous rajoutez, vous enlevez des champs, vous rajoutez ou embarquez des documents à l'intérieur. Sachant que deux documents qui décrivent une personne peuvent avoir une structure différente. Et ça va faciliter énormément le travail lorsque vous allez développer votre application. Vous stockez l'information en fonction de vos besoins. Si on regarde un petit peu, le modèle relationnel a été basé sur plusieurs choses, mais notamment une chose importante, et c'est lié à l'époque à laquelle ça a été créé, ça a été optimisé sur le stockage. Éviter la redondance d'informations. Vérifier qu'une information n'avait présente qu'une seule fois dans la base de données, parce que le stockage coûte cher. Ce n'est pas uniquement pour la consistance des données, parce qu'on va s'apercevoir qu'il y a plein d'endroits où la consistance des données entre deux documents n'est pas si importante que ça. Je vais prendre l'exemple tout bête d'une facture. Une fois que la facture a été éditée, elle est probablement et normalement immutable. Donc que le libellé du produit soit présent dans la base mère et dans la facture, ce n'est pas grave. Parce qu'en fait, la consistance de la donnée, elle est plus liée à la facture qu'au catalogue produit, par exemple. Mais surtout, lorsqu'on va arriver à des gros systèmes et à des applications complexes, on va se retrouver avec ce style de modèle. Je pense que certains d'entre vous, en tout cas pour ceux qui bossent dans la banque, l'assurance, vous avez fréquemment ce genre de choses. Alors, c'est pas mal en soi. La difficulté, elle vient quand on doit faire évoluer ça. C'est une des raisons pour lesquelles les DBA, souvent, freinent des deux pieds ou des 4 pieds pour éviter d'ajouter une colonne, de modifier ou d'ajouter une table. À l'inverse, MongoDB et le modèle document se concentrent vraiment sur l'utilisation. On va stocker l'information et accéder à l'information vraiment en fonction du besoin. Si votre application fait 99% de lecture, ce qui est souvent le cas d'ailleurs sur le web, ou à l'inverse, si c'est de la capture d'informations autour de l'Internet des objets, donc ça va être énormément d'ingestion, de digestion et d'insertion de documents, vous allez avoir des designs et des déploiements qui sont différents. Et vous allez pouvoir créer des applications qui sont plutôt orientées interactives ou des applications qui sont orientées analyse de la donnée et stockage de l'information sur des gros volumes. Et vous choisissez votre modèle de document en fonction de ça. Il n'y a pas que le modèle de document qui est important, mais il y a également l'impact sur le déploiement et les cas d'usage qu'on va pouvoir faire avec ça. Donc on a vu que le modèle était flexible, allait vraiment pouvoir vous aider en termes de développement. Quel est l'impact sur le déploiement et comment on a fait dans MongoDB pour permettre d'avoir une base de données prête pour la production, hautement disponible et scalable.
comme beaucoup de systèmes, la haute disponibilité va venir sur de la réplication. C'est-à-dire qu'automatiquement, dans Mongo, lorsque vous allez en fonction de vos besoins, vous pouvez commencer avec un nœud simple, mais généralement, ça ne va pas être la façon la plus fiable de faire une base de données si vous avez un seul process. Vous allez plutôt multiplier les process. Donc vous avez le concept de ce qu'on appelle un réplica set dans MongoDB, qui est une base de données avec des réplicas. Et ces réplicas, en fait, la façon dont vous allez installer ça lorsque vous déployez sur le cloud, vous allez utiliser plusieurs instances de Compute Engine. Au fur et à mesure des besoins, si vous n'avez besoin pour votre système que de 3 nœuds avec un nœud primaire et des nœuds secondaires qui vont, en fonction de la disponibilité des machines, passer du primaire au secondaire, du secondaire au primaire, avoir un système qui est 100% fiable. Là, si je perds un nœud, ce n'est pas grave. Automatiquement, si je perds par exemple le primaire, un des deux secondaires va être automatiquement élu à primaire et je vais pouvoir continuer de travailler. En fonction de la disposition du nombre de nœuds que vous êtes prêt à perdre, vous ajoutez au plus ou moins d'instances. Ce que j'ai fait pour ça, c'est que j'ai effectivement rendu ma base hautement disponible. Par contre, je n'ai réparti que les lectures, mais je n'ai pas réparti les écritures. C'est-à-dire que si je dois prendre en compte 1 million d'opérations par seconde en écriture, là, tout va sur le même nœud. Donc il y a un autre concept, en plus de la réplication, qui va être la distribution des données. Pour ça, on utilise, donc en fait, on parle de sharding, différentes shards, différents morceaux de base de données, qui va vous permettre, en fonction de vos besoins, de monter en charge horizontalement, d'ajouter des nœuds au fur et à mesure de votre besoin. En fait, un déploiement MongoDB, lorsqu'on parle de base de données répliquée et shardée, donc distribuée et répliquée, va ressembler à ça. C'est-à-dire que l'application va se connecter à un ensemble de nœuds qui vont automatiquement répartir les données, répartir les requêtes, organiser en fonction des requêtes que vous envoyez et des règles de routage que vous avez mis dans votre base de données, donc ce qu'on appelle la clé de sharding, la capacité à interroger un sous-ensemble des données, ou l'ensemble des données, si elle n'est pas capable d'aller sur certains nœuds physiques. Et de la même façon, vous allez utiliser Compute Engine pour, comme instancier, déployer des nouveaux serveurs. Le point qui est clé, en fait, c'est que vous allez commencer avec une topologie X qui pourrait être que 3 nœuds non shardés et grossir au fur et à mesure. Lorsque je vous disais que une des conditions au succès de votre application, c'est de pouvoir monter en charge avec le succès, que ce soit sur le volume d'informations. Donc là, je distribue le volume sur plein de disques, mais également, je distribue l'écriture, puisqu'en fait, l'écriture va passer sur tous les shards. Et le fait de déployer ça sur Compute Engine va simplifier en fait le déploiement. Au fur et à mesure des demandes, vous rajoutez des instances qui vont rejoindre le cluster. Non seulement vous allez avoir ce type de topologie, mais on peut rentrer dans plus de détails pour avoir vraiment non seulement de la haute disponibilité, mais aussi travailler sur plusieurs data centers. Je ne vais pas parler des couleurs en tant que telles. Ce qui est important, c'est de voir que vous pouvez, par exemple, utiliser les différents data centers de Google, que ce soit en Europe, en Asie et en Amérique, pour localiser les données proches de vos utilisateurs. Par défaut, vous allez utiliser ce qu'on appelle du sharding, du géotag sharding, qui va permettre en fait de dire tous les utilisateurs qui sont en Europe, l'écriture aura lieu ici d'abord, et ça sera copié dans l'autre data center automatiquement. Donc ça va permettre deux choses. D'avoir une très haute disponibilité, parce que vous allez avoir les différentes zones, non seulement dans chaque data center, mais également une position géographique qui est complètement distribuée sur le globe. Donc même si, par hasard, tout disparaît ici, je doute que ça arrive, mais si tout disparaît ici, votre application est toujours disponible. Mais également, pouvoir travailler de telle sorte que les utilisateurs qui sont proches d'un data center vont aller se connecter d'abord sur la base de données qui est proche d'eux, pour avoir une latence qui est plus basse au niveau des applications. Donc le déploiement sur le cloud de Mongo va permettre en fait de contrôler tout ça. J'ai beaucoup parlé de l'infrastructure de la base de données. Il y a un point qui est important, c'est avec quoi je développe, avec quoi je crée mon application. Et c'est aussi un choix qui est très important lorsque vous choisissez une base de données. Quel langage vous allez utiliser? Et ça dépend de plein de choses. Ça dépend du time to market, ça dépend de la compétence de vos équipes et de ce que vous avez à faire. On a entendu parler de R tout à l'heure, donc effectivement, il y a un driver R pour MongoDB.
Java, .NET, Python, Node sont évidemment les langages les plus utilisés. On voit de plus en plus, je vais le mettre en avant puisque je suis chez Google aujourd'hui, Go, le langage Go, donc un nouveau langage de programmation qui a été créé par Google, qui permet notamment de faire des accès concurrents très rapides. Et c'est souvent utilisé pour des démons qui vont injecter de la donnée dans Mongo. Et c'est ce qu'on utilise, nous, en interne, pour faire le capture des logs sur certains de nos outils. Justement, parlant des outils d'administration, l'un des points clés, c'est qu'une fois que vous avez votre base de données, vous voyez, j'ai un ensemble de nœuds qui peut être assez grand. Il faut pouvoir les administrer et les monitorer. Donc, d'une part, vous allez avoir toute la console d'administration de Google qui va vous donner accès à des informations. Mais si vous avez besoin de monitorer en détail ce qui se passe dans votre base de données, vous pouvez envoyer des statistiques dans MMS, dans MongoDB Management Service, qui est également disponible sur le cloud et qui va capturer des statistiques et les mettre à disposition de vos DBA. Notamment pour voir si votre cluster est bien balancé, si les écritures sont faites que sur un serveur, pour vous aider à choisir et à faire évoluer la topologie. Puisqu'en fait, votre système va être vivant. En fonction des besoins, vous allez faire grossir, voire réduire la taille de votre cluster, en fonction de la charge que vous allez avoir, des utilisateurs que vous allez avoir. Donc MMS va vous aider à faire ça. Vous allez pouvoir travailler également sur de l'audit, sur des performances, sur des requêtes particulières. De la même façon, la sécurité est clé. Pouvoir gérer de l'authentification, de la sécurité sur le réseau. MongoDB a travaillé énormément sur cette partie-là. Un point qui est clé, c'est que beaucoup d'applications, aujourd'hui, se comparent les nouvelles bases de données, donc typiquement MongoDB, à un existant, à du MySQL, à du CloudSQL, à de l'Oracle ou de l'autre, ou autre base de données. La sécurité et les droits d'accès est clé. Vous allez avoir la possibilité de gérer vos utilisateurs et droits d'accès. Je voulais terminer par certains cas d'usage qui sont vraiment importants, d'essayer de comprendre à quoi ça peut servir. Donc, notamment lié avec le cloud, ce qu'on va lier au big data. Alors, soit l'injection énorme d'informations, mais surtout le traitement de la donnée. Et ce qui est intéressant, c'est que MongoDB va vous permettre d'avoir votre base opérationnelle rapide en termes d'interaction sur la donnée et de l'intégrer avec d'autres solutions. Que ce soit BigQuery ou Hadoop, la possibilité d'utiliser des connecteurs qui vont aller interroger Mongo, sortir un sous-ensemble des données, le traiter pour faire de l'analytique dans votre infrastructure, on va dire Big Data, et repousser dans la base de données Mongo, par exemple, un segment d'utilisateur pour répondre très rapidement à de la recommandation. Catalogue produit, je vais prendre quelques exemples, c'est la capacité à avoir des schémas qui sont complètement différents, et sur des volumes qui sont très importants. C'est 12 milliards de documents sur Carfax. Carfax, c'est l'équivalent de la base de données historique des cartes grises, aux États-Unis, si on pouvait parler. L'Internet des objets, évidemment, un cas classique pour capturer de l'information hétérogène. Il y en a plein d'autres, en fait, qui utilisent Mongo. Vous pouvez aller voir sur le site. Certains sont on-premise, d'autres sont sur le cloud. On a vu tout à l'heure une application qui utilisait Mongo sur Compute Engine. Donc, énormément de choix, énormément d'exemples. Et un point qui est clé, c'est que vous avez une très grande communauté. Lorsque vous choisissez une solution, vous êtes aujourd'hui, on est tous chez Google aujourd'hui, on a une communauté de développeurs Google qui est très grosse, qui permet d'avoir une adoption qui est rapide, une compréhension des besoins et des compétences très rapide. C'est pareil sur MongoDB. Vous pouvez télécharger, vous ferez partie des 7 millions d'utilisateurs qui ont déjà parlé. Plein de partenaires, et notamment Google. On est en train de travailler, donc je n'ai pas prévu justement aujourd'hui de démonstration, puisque Google I.O. arrive très rapidement, dans un mois, où on va faire des annonces d'intégration justement plus fortes entre Compute Engine et MongoDB.